Manager qui me dit, mais tu viens d'où? Je dis, mais de France. Il me dit, mais en France où? Et je lui dis, voilà, Pau, bien sûr que personne ne connaît. Et donc je dis, à côté de Biarritz. Et il me dit, mais Biarritz, c'est là où il y a la plage. Je dis, oui, donc il regarde les photos. Il me dit, mais t'es un malade. Tu pars de là pour venir nettoyer les Guerlain, donc du groupe LVMH, a comme produit donc l'abeille royale, leur crème. Et donc du coup, ils sont à Selfridges, etc. Donc ils voient le concept. Ils me demandent une première masterclass, donc je fais une masterclass avec eux. C'est là où ils me disent non, mais faut qu'on pousse. Il faudrait que Guerlain Paris vienne. Donc Guerlain Paris arrive à Londres et on discute et on parle d'abeilles, on parle de miel, et écoute les miels et à un moment ils disent t'es génial, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Je suis ami avec Alain Flalou, par exemple. D'accord, ok. C'est un ami, on se WhatsApp. Ouais. Et c'est marrant parce que tu pars prendre des cafés avec lui et tu lui poses des questions sur sa vie. Et il n'y a pas de filtre. Et c'est là où c'est marrant parce que tu sors d'une petite ville. Alors, Pau, même plus particulièrement, je suis du Jurançon qui est dans Pau. Et tu regardes la télé, tu as ces personnes-là, etc. Et quelques années après, tu te retrouves à boire le café avec le mec que tu vois à la télé, qui te parle de business et qui te conseille. Et ça, c'est intéressant. Je suis Ton plus grand petit, frère, moi. d'accord, ok, il fait encore plus jeune, et qui me contacte, qui voit que je suis en intervention à Londres, et qui me dit, il faut absolument que tu rencontres mon frère. Et là, il m'envoie une adresse, le Hive Restaurant à Selfridges, c'est un peu une sorte de galerie Lafayette, un peu plus huppée à Londres, et il me dit, voilà, et il me montre, il m'envoie un lien, et là, je vois un truc que j'ai jamais vu de ma vie, des personnes habillées en apiculteurs, sur une sorte de cour extérieure, un toit dans un centre commercial de luxe, avec un mec qui a un restaurant. Et ce miel que tu récupères, et là je dis, j'ai vu des choses dans ma vie en tant que chef, mais là c'est un délire. En réalité, personne n'est personne et chacun est quelqu'un. Quand on comprend ça, on se concentre sur notre propre personne et on se rend compte que nous sommes notre propre fonds de commerce. Retrouvez dans mon podcast des parcours atypiques d'entrepreneurs intrépides qui ont su mettre leur petit grain de sel au moment opportun pour exhauster le goût de leur vie qui leur paraissait si fade. En fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis le seul et l'unique, le chef Hassan. Il n'y en a pas deux comme moi, comme chaque invité de ce podcast. Bienvenue dans mon podcast Mon petit grain de sel. C'est parti d'une idée que je faisais sur les lives Instagram et aujourd'hui, on concrétise ça en podcast. Chacun est né pour réussir. Personne n'est personne et chacun est quelqu'un. C'est une parole que j'aime bien dire. T'es le meilleur quand tu donnes le meilleur de toi-même. Ça aussi, vous la connaissez cette parole. C'est l'endurance qui paye. Alors ne joue pas au lièvre, Franklin. Pas Franklin de Roosevelt, mais bien Franklin la tortue. On est tous passés par là, on connaît tous ça. Et oui, chaque invité peut être le reflet de vous-même. Vous verrez, on va passer par des parcours atypiques, des gens pas comme les autres, des gens qui cherchent la réussite. Mais la réussite, personne n'en a la recette. Alors avec mon petit grain de sel, on va exhauster le goût de notre vie. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai un invité particulier. À mes yeux, c'est une légende parce que il est vraiment dans son monde et a développé un écosystème unique. C'est une rencontre qui a été lourde de sens pour moi. C'est un spécialiste dans son domaine et il est vraiment une personne comme on ne peut pas trouver. Vous allez voir, je vais le laisser se présenter. Derrière cet homme qui incarne la classe se cache un expert dans plusieurs domaines. Ambassadeur des essaims, je ne sais quelle abeille l'a piqué pour s'orienter vers un meilleur destin. Monsieur, comment allez-vous? Ça va, merci. Merci beaucoup. Ça va? Éloges. Khaled Samata, je vais te laisser te présenter. Ok, donc je suis Khalid Samata, donc né dans le sud-ouest en France, marocain. T'as eu du pot ou pas? J'ai eu beaucoup de peau. Petite référence à ta ville natale, c'est ça? Pau, exactement, donc beaucoup de peau. Et donc j'ai grandi dans le sud-ouest à Pau jusqu'à mes 23 ans, 24 ans. Et ensuite je suis parti en Angleterre. D'accord. Donc en Angleterre depuis 2009. Et en ce moment entre l'Angleterre et le Maroc. D'accord. Voilà. Et quelle génération tu es, pour pas dire l'âge exact? Je peux donner ma date de naissance avec plaisir. Ouais. Donc je suis né en 83. D'accord, 83.
donc 83. On est de la même génération, en fait. On est de la hein. même génération. Ah, exactement. tu fais beaucoup plus jeune. Hein. Je sais pas, peut-être un peu plus bronzé, donc je cache les rides. C'est pas mal celle-là. Eh oui. Hein. Eh ben moi, bon, on s'est rencontrés à Londres. Hein. Exactement. On s'est rencontrés à Londres. Donc, tu es parti à quel âge pour Londres, tu nous as Je dit suis parti à peu près à 24 ans, ouais, 23-24 ans. 24 ans, d'accord. Ouais, donc, parti à Londres, quelle aventure? Tu t'es Quelle retrouvé dans aventure quoi? avec un sac à dos, Ouais. un seul vol, je ne parlais pas l'anglais, et l'envie d'avancer. Donc très, très, très compliqué parce qu'on ne parle pas la langue, on n'a pas obligatoirement les finances. Bien sûr. C'est surtout ça qui était compliqué pour moi. Tu m'aurais dit des valises, j'aurais dit ouais, mais t'as dit un sac à dos. Donc... Et tu vois, même pas, j'ai pris mon petit sac à dos, une petite valise, mais était vraiment mini. Et j'avais un ami sur place qui pouvait me loger pour 2 mois. D'accord. Et je me suis dit, ben, on va essayer. Donc l'aventure, pourquoi Londres? Alors pourquoi Londres? Alors ça va paraître un peu très bizarre. En fait, à l'époque, je cherchais à partir de la France, pour être sincère. Et je me suis dit, ben, je vais regarder ce qui peut m'arranger et ce qui pourrait me coûter le moins cher. En fait. D'accord. Donc j'ai regardé tous les vols de la ville, aussi simple que ça. J'ai réfléchi à la langue, ce qui pouvait me faire avancer. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait un vol à l'époque pour Londres. Et je me suis dit, ben, ça coûte pas très cher. On va essayer. Et donc, du coup, je suis parti comme ça. Mais c'est fort, c'est que t'avais la barrière de la langue quand même. Moi, je pensais que tu parlais déjà l'anglais. Non, après, on parle l'anglais. Ouais, l'anglais de l'école en France. Where's Brian, etc. Ouais. Ça In the passe kitchen. pas. Et l'accent, surtout l'accent anglais. Donc, en fait, il y a un accent qui est bien plus prononcé. Donc, beaucoup plus compliqué. Et surtout, se faire comprendre. Ouais, Pour manger, j'avais des difficultés. Pour juste demander ce que je voulais. Tout de A à Z. Mais d'un autre côté, c'était intéressant parce que ça te prouve à toi-même ce que tu peux faire, ce que tu peux être, entre guillemets. Ouais, donc tu pars dans l'aventure sans savoir ce que tu veux faire, mais par contre, j'avais toujours une même directive de faut absolument que j'y arrive, faut absolument que je trouve un travail, faut absolument que... J'avance dans quelque chose. Voilà, t'as pas le choix. Et justement, tu as commencé ton activité professionnelle. Mais en fait, la problématique que j'avais, c'était si je ne gagne pas d'argent le mois prochain, ben, je peux pas appeler mes parents. Ouais, bah oui, c'est 24 ans, ouais. On va chercher n'importe quel travail, en fait. Tout était à prendre, quoi. Tu vois. Et tu as commencé par quoi? Et j'ai commencé, alors ce qui est intéressant, j'ai commencé dans un restaurant-bar, mais vu que je parlais pas l'anglais, on avait des difficultés à communiquer, je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez, n'importe quoi. Et donc, du coup, ils m'ont dit la plonge. J'ai dit, ben, la plonge, je prends. Nettoyer les toilettes, je fais oui, je prends. Et en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à nettoyer des terrasses, des toilettes, et réapprovisionner le restaurant sur différents produits. Et c'est parti comme ça, mais j'étais content, bizarrement. J'étais heureux et je me dis, bon, ben, on y va, on avance, quoi. Tu débutes ton aventure londonienne. Je débute à Londres, ouais. Je débute à Londres, comme ça. Tu te souviens du nom du resto ou pas? Clapham, complètement. C'est le quartier Clapham. D'accord. Et en fait, ça s'appelle Clapham North. Bon. Et en fait, il y avait des lives tous les week-ends. Et voilà, quoi. J'étais un peu invisible. Ouais, mais c'était intéressant pour moi. C'était très, très intéressant. Tu voyais autre chose. Tu sortais de Pau. Je voyais autre chose. Et ce qui était marrant pour l'anecdote, c'est quoi, une petite anecdote, c'est que au fur et à mesure du temps, je discutais avec le staff. Et je me rappellerai toujours, j'ai un manager qui me dit, mais tu viens d'où? Je dis, de France. Il me dit, mais en France, où? Et je lui dis, voilà, Pau, bien sûr que personne ne connaît. Et donc, je dis, à côté de Biarritz. Et il me dit, mais Biarritz, c'est là où il y a la plage. Je dis, oui. Donc, il regarde les photos. Il me dit, mais t'es un malade. Tu pars de là pour venir nettoyer des chiottes. Et il me dit ça comme ça. Et je dis, oui, Biarritz, c'est beau, il n'y a rien à dire. Je dis, mais tu sais pas d'où je viens. Oui, il ne peut pas comprendre. C'est des choses, oui. C'est la géographie pour certains, ouais. Le bonheur d'une géographie pour certains n'est pas forcément la même pour d'autres. Exactement. Et donc, combien de temps tu fais dans ce restaurant? Alors, je fais ça pendant à peu près 5 mois. Et là, par contre, ce que je faisais, c'est que tous les jours, je me réveillais, je prenais mes CV et j'allais poser des CV partout et je postulais partout sur Internet. Et il m'arrivait d'avoir des entretiens, mais je n'arrivais pas à communiquer.
C'était très, très compliqué. Mais bon, c'était intéressant pour moi. Et donc, ça me permettait de me tester. Par exemple, vu que je parlais pas bien anglais, ben, j'apprenais une présentation. En fait, j'apprenais à comment me présenter, juste pour essayer d'obtenir quelque chose. S'il partait sur un autre sujet. Ah, mais ça m'arrivait. Ça m'arrivait. Donc c'est qu'un jour, j'avais un entretien. Je crois que c'était pour être commercial, pour vendre des logiciels d'hôtel. Je me rappelle. Et on discutait, et moi, je restais sur ma direction. Je me présente, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait etc., etc. Et à un moment, on me pose une question qui n'a rien à voir. Je comprenais rien. Et je dis oui, mais tu sais, et je partais sur. Il me dit non, mais c'est pas la question que je te pose. Et donc, du coup, mais pour moi, c'était pas. Comment dire beaucoup de gens, je pense, auraient eu la peur, en fait. C'est là où il ne faut pas avoir peur. Et je me dis, dans tous les cas, ce mec, je ne vais jamais le voir de ma vie. Voilà, ouais, ça passe ou ça casse. Et donc, du coup, bon, bien sûr, je n'ai pas eu le poste, mais je l'ai quand même rappelé derrière. Je lui ai dit, mais écoute, voilà, moi, j'ai besoin de savoir. Il m'a dit, écoute, tu ne parles pas bien l'anglais, tu as un très bon profil, mais apprends l'anglais. Et alors, justement, et alors, bon, après, je continue. Et en fait, c'est là où j'étais dans ce restaurant-là. Je nettoyais une terrasse. Et à un moment, je discutais avec une personne et je lui dis, ouais, tu fais quoi dans ta vie? Je travaille à l'ambassade de France. Ou au consulat. Je suis d'accord et tout. Donc, comment on fait pour y rentrer? Aussi simple que ça. Et le mec m'a dit, écoute, il faut que tu postules, il faut que tu envoies un CV, il faut que tu expliques ta motivation, etc. etc. Et donc, du coup, j'ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Mais du coup, je ne te connais pas. Je dis, c'est pas grave, je vais postuler. Donc du coup, le soir même, j'ai bossé sur une lettre. Le lendemain, j'envoie un CV, j'envoie la lettre de motivation. Je reçois une réponse après 3 semaines négative. Je me présente physiquement. Parce que du coup, je me dis, mais ma seule solution, vu que je ne parle pas anglais, je vais me présenter au consulat de France. Ouais. Et j'arrive devant, je prends un kick phénoménal. Donc on me dit, non, mais attends, merci, au revoir, il n'y a pas de travail ici. Et je continue en fait. Et je relance un CV au bout d'1 mois après, et je refais une lettre de motivation, je la modifie, etc. Et un jour, je reçois un appel et on me dit, voilà, est-ce que tu veux venir travailler pendant je crois que c'était 1 mois, en fait, une vacation de 1 mois. Et en fait, à l'époque, en 2009, Londres passait au passeport biométrique. D'accord. Donc c'était juste à ce moment-là où il y avait un surplus de travail. Et donc, du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir bosser pour aider, etc. etc. Je dis, écoute, avec plaisir, je suis là, j'arrive tout de suite. Et c'est parti comme ça. Donc, j'atterris, alors j'enregistrais les Français, à la base, au consulat. Et ensuite, au bout de 2 mois, on m'a dit, voilà, il faudrait que tu sois avec le public, parce qu'on aime bien ta dynamique, etc. Bien sûr. Et c'est parti comme ça. Donc ensuite, je descends et je passe par l'accueil et c'est là où je rencontre tout le monde et c'est là où, en fait... Et là, tu commences donc ton aventure à l'ambassade française à Londres. Voilà, basée au consulat. Donc en fait, l'ambassade de France est l'une des plus grandes au monde, comme tu peux le savoir, vu que c'est le pays le plus proche. Bien sûr, Londres est une plus d'expatriés français, ils vont là-bas, la majorité. Et à l'époque, il y avait vraiment un intérêt à aller en Angleterre. Pour les taxes, etc. Et oui. donc, les grosses têtes venaient s'installer dans la capitale. Et donc, voilà, c'est parti comme ça, et c'est là où j'ai rencontré beaucoup de monde. Donc, tu pars de ton lavage de toilette à ce petit restaurant-bar, ouais, en fait, sur une comment dire, un peu de l'opportunisme positif. Mais il faut être opportuniste. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai bien précisé le positif. Si tu n'es pas opportuniste, tu ne peux pas y arriver, ça n'existe pas. C'est à moins qu'on t'emmène le gâteau sur la table, mais bon, c'est assez rare d'avoir ces opportunités. Et tu as redoublé d'efforts aussi. Tu t'es pas, au premier bâche, tu t'es pas dit, oh c'est bon, je lâche l'affaire. Non, mais quand tu n'as pas le choix. Attends, tu n'as pas le choix. Elle est pas mal, celle-là, quand tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Moi, je me disais, comment je vais manger? Vraiment. C'est une réalité ici. Et alors là-bas, tu commences donc à gravir les échelons, si on peut dire ça. Les échelons, je dirais non. En fait, non, pas les échelons. C'est que tu prends ta place. Je prends ma place, oui. Mais surtout qu'en 2009-2010, Londres, c'était énorme. Quoi, je veux dire, ça bougeait dans tous les sens. Tout le monde se présentait. Et en fait, après, l'avantage qu'il y avait avec ce travail-là, c'est que je côtoyais beaucoup de monde. Donc, je commençais à rencontrer du monde. Le réseau, alors, tu commençais à faire un réseau. Je faisais mon petit réseau.
Et donc, du coup, tu tombes sur des personnes intéressantes, des personnes atypiques. Et des personnes. Et moi, j'étais tellement curieux que je demandais à tout le monde, voilà, comment t'as fait, pourquoi. Je voulais apprendre, en fait. Je voulais apprendre. Mais est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on est un peu tous, on va dire, on est un peu dans l'histoire de réseau, est-ce que tu t'es dit, je fais un réseau parce que je dois faire un réseau, ou le réseau est venu instinctivement et ensuite tu as compris que c'était important? Non, mais en fait, déjà, il faut être soi-même. Non, bien sûr. Il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas faire le comédien. Faut pas... Et en fait, il faut qu'on t'apprécie pour ce que tu es. Et donc, à partir de là, tu fais de la connexion, et après, tu te rends compte qu'en fait, tu as accès à telle chose, et après, tu réfléchis, après, tu essayes, et après, tu te dis, bon, peut-être que dans le futur, je partirai. Moi, je me voyais en finance, à la base. D'accord. Vu que, je sais pas, 70% de mes contacts étaient en finance, même voire 80% de mes contacts étaient des financiers. Et aussi, j'ai eu des propositions qui étaient intéressantes, mais pas vraiment pour moi à ce moment-là. Peut-être que je les accepterai aujourd'hui. Je les aurais acceptées aujourd'hui. Mais ouais, en fait, tu te dis, il faut que je rencontre du monde, il faut que je rencontre des gens, il faut que j'apprenne. Et en fait, il faut que un sujet te plaira et il faut que ça fitte. Donc tu n'avais donc à part la finance, tu n'avais pas de... Tu disais pas, je vais faire un réseau pour monter un business, pour faire un truc, tu n'étais pas dans... Non, parce que tu imagines toujours quelque chose qui ne va pas arriver. Donc, et il y a une chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il faut savoir pivoter. Alors, c'est un terme qu'il faut garder en tête. Il faut pivoter. C'est-à-dire que tu pars sur une direction, tu atterris dans l'autre. Et dans l'autre, tu splits en deux et tu choisis une autre direction. Et on appelle ça le split. Donc, faut savoir pivoter. Et combien d'années tu es resté Je suis resté quand même 11 ans. 11 ans. Ah, t'as dû en voir des choses. Hein. Alors, 11 ans. T'as des petites anecdotes comme ça, intéressantes, sympathiques, un truc gentil, hein, pas de truc, mais un petit truc, je sais pas, peut-être un jour une personne que t'aurais reconnue et qui t'aurait fait une petite histoire marrante, drôle, positive, qui t'aurait motivé dans une rencontre un peu... Écoute, reconnu, mais vu que j'étais au consulat, on avait accès à tout le monde, mais je te donne un exemple avec qui je suis ami. Donc, je suis ami avec Alain Flelou, par exemple. D'accord, ok. C'est un ami, on se WhatsApp. Et c'est marrant parce que tu pars prendre des cafés avec lui et tu lui poses des questions sur sa vie. Et il n'y a pas de filtre. Et c'est là où c'est marrant parce que tu es dans tu sors d'une petite ville, alors, qui est Pau, et même plus particulièrement, je suis du Jurançon, qui est dans Pau. Donc, c'est un truc, 5000 habitants, 7000 habitants. Et tu regardes la télé, tu as ces personnes-là, etc. Et quelques années après, tu te retrouves à boire le café avec le mec que tu vois à la télé, qui te parle de business et qui te conseille. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là où tu dis, en fait, le réseau est bien, mais il faut être ouvert, quoi. C'est tout. Bien sûr. Et tu l'as dit tout à l'heure, être soi-même. Ouais, parce que pour qu'une personne comme ça, assez avancée dans le business, qui est reconnue, hein, qui est peut-être... en France, Alain Flelou, c'est pas n'importe qui. Et te retrouver à boire un café avec. Et là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est en étant soi-même. C'est-à-dire, pourquoi il aurait envie de boire un café avec Khalid Samata et pas une autre personne? Parce que tu dégages peut-être une chose, et comme moi aujourd'hui, pourquoi j'invite Khalid Samata et pas une autre personne? Parce que c'est important, et surtout pour les gens qui vont nous regarder. Bien sûr. Et aujourd'hui, moi, quand je vois un peu les parcours atypiques comme ça, je me dis, mais je veux en apprendre encore plus. Donc, après, tu as fait 11 ans... Donc 11 ans là-bas, mais attention, pendant que j'étais à l'ambassade, j'ai essayé des choses, j'ai essayé d'introduire beaucoup de personnes, j'ai essayé j'ai essayé d'avancer, à me dire c'est quoi l'après. T'étais dans cette dynamique de partage que t'aurais aimé, justement, cette main tendue, que t'aurais aimé avoir, toi, quand le mec t'a dit je te connais pas, mais tu sais, au consulat, tu as tous les Français qui arrivent, et qui viennent d'arriver, et qui galèrent. Ouais. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver du travail pour des gens, pour envoyer des personnes à tel restaurant, à telle compagnie, et partager. Mais c'est ça le partage. Bien sûr. Mais donc je l'ai fait énormément, même si c'était un peu mon travail, mais j'ai fait du surplus. Donc au contraire, de toute façon, il faut que ce soit naturel pour moi. Oui, bien sûr. Que ça soit, faut que je fasse ça pour recevoir non.
ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours essayé d'aider, même au sein du consulat, pour des passeports, pour tout plein de documents, et de croiser des années après des personnes en pleine rue. À New York, par exemple, on m'a arrêté et on me dit, écoute, tu m'as sauvé. Et je leur dis, tu me racontes. Il me dit, non, tu m'as fait mon passeport au moment où j'avais un grand besoin, et tu es l'un des seuls qui m'a aidé lors de ma venue au consulat. Et je lui demande, mais en quelle année? En 2012, 2013. Et donc, ça m'arrive encore quelques fois. Mais c'est pas mon attente. C'est pas ce qui m'intéresse vraiment de dire. Oui, je j'ai suis fait ça. Mais quand tu le fais naturellement, t'es pas dans ça. T'oublies. Mais ouais, t'oublies. Le bien que tu fais, tu oublies les choses que. Donc ouais. Et après, alors, tu m'as dit, alors 11 ans, c'est-à-dire que t'es rentré en 2009, c'est ça? En 2009. Et donc, en même temps, donc je tombe dans le miel. En rencontrant des apiculteurs. Ah, tu m'as fait peur, tu tombais dans le miel. J'ai vu la scène de Rabbi Jacob quand il tombe dans le chewing-gum. Dans le chewing-gum, et il se dépatouillait. Mais non, alors. Mais t'essayais plein de choses en même temps, quoi. T'essayais des choses. Alors oui, j'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup de connexions, beaucoup de rendez-vous. Et en fait, même sans intérêt, ça c'est important à dire. Oui. Parce que j'ai fait beaucoup de rendez-vous sans intérêt, mais mon intérêt initial était, dans ma tête, c'était d'avoir l'information en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est l'information. L'intérêt n'est pas que péjoratif. Oui, bien sûr. L'intérêt, moi, toujours, je dis, j'ai des amis, on se côtoie par intérêt. J'ai un ami, quand j'ai envie de rire, je vais voir cet ami-là parce que mon intérêt, c'est de rire, je vais pas bien dans ma tête. J'ai cet ami-là, mon intérêt, je sais qu'il va me donner des bons conseils. C'est pas parce que les gens, beaucoup, il y a des termes comme ça où ça devient péjoratif. Mais l'intérêt n'est pas péjoratif. Pas forcément, quoi. Bien sûr. Et donc je faisais des rendez-vous, mais je me disais, dans tous les cas, je vais apprendre quelque chose. Et j'ai appris beaucoup de choses en finance, par exemple, énormément. Et ensuite, donc, j'avais eu donc une relation avec des apiculteurs, donc du coup... D'accord, oui, donc tu es tombé dans le miel, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où, en fait, j'ai réfléchi sur le marché du miel, en fait, et j'ai commencé à étudier le marché du miel. Et là, on parle du pivot que tu parlais tout à l'heure. Ouais, mais à la base, c'était sans grand intérêt, on va dire. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de chefs étoilés, même étoilés, n'étaient pas éduqués au miel. Et ne connaissaient pas toutes les saveurs différentes, et surtout quand on parle de miel monofloral. D'accord. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment, on ne comprend pas. Mais en fait, le but pour moi, c'est de montrer donc, les produits naturels du terroir. Donc aujourd'hui, pour remettre dans le contexte et que les personnes qui nous regardent ils comprennent, moi, j'ai une personne qui me suit sur les réseaux, qui est ton frère, grand frère ou petit frère? Mon grand frère. Je suis ton plus grand petit, frère. moi. D'accord, il fait encore plus jeune. Et qui me contacte, qui voit que je suis en intervention à Londres et qui me dit, il faut absolument que tu rencontres mon frère. Et là, il m'envoie une adresse. Le Hive Restaurant à Selfridges, c'est un peu une sorte de galerie Lafayette, un peu plus huppée à Londres. Et il me dit, voilà, et il me montre, il m'envoie un lien. Et là, je vois un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Des personnes habillées en apiculteurs sur une sorte de cour extérieure, un toit dans un centre commercial de luxe, avec un mec qui a un restaurant. Et ce miel que tu récupères, et là, je dis, j'ai vu des choses dans ma vie en tant que chef, mais là, c'est un délire. Et là, je débarque pour que les gens comprennent. Et je rencontre un jour Khalid Samata, propriétaire de ce restaurant, donc le pivot. Tu travailles encore à l'ambassade ou pas Alors, c'est là où c'est intéressant. La transition a été très compliquée pour moi parce que le Covid. Ah oui. Donc, en fait, pour comprendre, ce serait bien d'expliquer aux gens. En fait, c'était quoi le concept? C'est que moi, j'ai commencé à travailler avec beaucoup de chefs pendant que je travaillais à l'ambassade, donc 2018, 2019, 2020. Et au bout d'un moment, en fait, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et le but était d'éduquer, en fait, au miel. D'éduquer sur l'abeille et d'éduquer au miel. D'accord? Et à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas faire un concept où les gens peuvent venir, s'asseoir, goûter. Et voir les ruches, l'abeille. Et voir les ruches. À l'époque, je m'étais dit que c'était peut-être impossible pour les abeilles. Après, ils m'ont pris un peu pour un foufou, mais c'est passé. Donc, du coup, je m'étais dit, faire un restaurant à base de miel, on va dire. Et l'orientation du restaurant était soit italien, soit français. Pour une raison très simple, c'est que je me dis, je ne peux pas foirer si je fais de la bouffe italienne ou française, tout le monde aime. Oui. Et comme je connais quand même la gastronomie française, je m'étais dit, et que je faisais du miel en France,
je m'étais dit pourquoi C'est du miel français, d'accord. Alors, D'accord. du miel Tu français, l'importais alors de pourquoi France. Pourquoi du miel français? C'est aussi intéressant à savoir, c'est que en Angleterre, par exemple, il est très difficile d'avoir des champs d'une seule fleur. Donc en fait, beaucoup d'apiculteurs font du miel de fleurs, donc du miel mélangé, parce que l'abeille butine à 5 km. D'accord? Donc en France, par contre, on a beaucoup de terrains, comme au Maroc, on a beaucoup de terrains où on a une seule fleur, comme le kharro, par exemple, le caroubier ici au D'accord. Maroc, que j'adore. D'accord. Le cactus, etc. Donc, lorsque tu as un champ à 5 km d'une seule fleur ou d'une seule plante, ça te ramène... Donc là, c'est une chose que j'aime bien chez toi, c'est que donc, comme tu t'es expérimenté dans ce domaine-là, Ouais. tu parlais de l'abeille. Après, on va parler du miel, d'éduquer Les au deux choses miel. sont différentes. L'abeille, explique-nous très rapidement, on va dire, pour les gens qui nous regardent, parce que c'est très intéressant, genre que j'étais fasciné quand tu m'expliquais, et j'aimerais qu'on partage ça. Donc, tu m'as dit, il y a plusieurs types d'abeilles, c'est ça? Alors déjà, il y a des milliers de races d'abeilles, Ouais. il y en a énormément, mais ce qui t'avait, je pense, la dernière fois, lorsqu'on avait discuté, c'était en fait les bifacts. C'est que moi-même, j'ai été fasciné par l'écosystème, en fait, de l'abeille et de la reine. D'accord. Et aussi le fait que, parce qu'aujourd'hui on fait des masterclass au restaurant, etc. Par exemple, j'ai bossé avec, j'ai fait des masterclass pour Hermès, Cartier, des grandes marques qui venaient dans le mall. On va en parler après. Et j'ai eu Guerlain, etc. Bref, on va en parler après ça. C'est notre sujet. Mais en fait, ce qui est donc les seins, la reine. Voilà, la reine, c'était l'écosystème de. Déjà, tu as des abeilles, c'est important de le dire. Tu as des abeilles qui ne font pas de miel. D'accord. Les abeilles sauvages, the wild bee. Donc qu'est-ce qu'elles font, elles, alors? Elles butinent, en fait, elles se reproduisent, mais elles pollinisent, mais elles ne font pas de. D'accord. Elles ne font pas de miel, elles n'ont pas d'écosystème. Au sein de l'essaim et de la ruche, etc. D'où les bee-hotels. Je ne sais pas en français comment on dit, mais les bee-hotels. Donc, c'est pour les wild bees qui se reproduisent à l'intérieur. D'accord. Donc, tu as l'abeille sauvage. Tu as l'abeille sauvage, après tu as des multiples de races, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as l'abeille sauvage et tu as le honeybee. Celle qui fait le miel, d'accord. Dont la reine qui est à l'intérieur, etc. D'accord. Donc une ruche peut avoir 50 000 abeilles. Et c'est vrai que tu avais été fasciné aussi de l'écosystème, en fait, de l'œuf, de la larve, de l'abeille qui du sort, choix de la reine. du choix de la reine. En fait, le fait que la reine, en fait, soit lorsque la larve soit nourrie seulement de la gelée royale qui est créée de l'abeille. Donc il y a tout un écosystème qui est vraiment... et cette abeille qui fait le miel. Tu m'as dit aussi des drones, des abeilles. Alors les drones, ce qui est intéressant... Ça parlait des 5 km où ils butinaient. Ouais, c'est comme une zone de chalandise, en fait. Voilà, en fait, les drones, d'où le nom, en fait, cherchent le nectar, en fait, des fleurs et reviennent dans la ruche et dansent. D'accord. Comment on appelle ça déjà, la danse de l'abeille? En anglais, c'est the waggle dance, la danse de l'abeille, en fait. D'accord. The waggle dance. Et en fait, des danses, elles font une forme de 8, donc elles vibrent, elles tournent, elles revibrent, et en fait, elles font un 8, et avec le 8, en fait, elles te montrent la direction avec le soleil, d'accord, où est le nectar, et si elles dansent, par exemple, 1 seconde, c'est 1 km, 2 secondes, 2 km, 3 secondes, 3 km, d'accord. Etc. Et les autres abeilles, c'est fascinant, la communication. Et donc, c'est un écosystème, mais on peut en parler Donc là, c'est l'abeille. Ensuite, moi, tu m'as dit une chose importante, c'est éduquer au miel. Voilà, l'éducation au miel. Alors, tu sais, bon, moi, je ne bois pas d'alcool, comme tu le sais, mais je compare beaucoup au vin. D'accord. Donc, les vins sont différents. Les vins peuvent être différents d'une année à une autre, sur le même terrain. Et pour le miel, c'est pareil, en fait. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'acidité de la terre va affecte donc le liquide de la fleur, de la plante, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, on a des couleurs différentes. Oui. On a des goûts différents sur le même terrain, sur la même fleur, sur une année différente. Et c'est ça qui m'a fasciné déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire goûter au public, aux chefs, faire goûter ces miels qui sont complètement différents et récupérer bosser avec des apiculteurs et récupérer des miels sur plusieurs territoires. Si on regarde bien, le miel marocain est complètement différent. Oui. Voilà, on n'a pas de cactus. Le miel hor, comme on dit. Ici, le miel, s'il ne pique pas la gorge, c'est pas un bon miel. Alors, c'est intéressant. Alors, s'il y a des Marocains qui nous regardent, c'est intéressant de dire, OK, c'est très, très bien que ça fasse mal à la gorge. C'est du très bon miel, c'est médicinal, etc. Mais un miel qui fait mal à la gorge, qui ne fait pas mal à la gorge, ne veut pas dire qu'il n'est pas médicinal. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, le miel de tilleul est très, très bon pour la gorge. D'accord. Donc, il y a le miel, il y a le goût, et il y a surtout les bienfaits.
Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, ce qui est intéressant, lorsqu'on fait des masterclass ou lorsqu'on a des gens qui viennent et qui goûtent, etc., ou qui viennent voir le concept, c'est qu'il y a plusieurs aspects. C'est pas un concept, en fait. Il y a le concept, ok, c'est un restaurant, je joue avec le miel, etc., mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a le côté masterclass, il y a le côté éducationnel, il y a le côté, il faut qu'on goûte différents miels, et ensuite, les plats culinaires, et ensuite les abeilles. Comme tu avais dit, tu as vu les abeilles. Donc, on a des abeilles sur le toit. C'est même pas le toit, c'est un patio qui est en face du restaurant qui donne sur l'extérieur. Donc, les abeilles ne peuvent pas rentrer parce que tout est vitré. Et en fait, chaque jour, lorsqu'il fait bon, il suffit de... Et en description, je vais partager le Hive Restaurant, l'Instagram, qu'ils puissent voir. Mais ce qui est... Alors, aujourd'hui, moi, quand je vois, c'est... Alors, tu te rends compte, on est parti du petit gars de Pau qui a été à Londres en aventure, la plonge, l'ambassade, et là on est au miel, on est au restaurant Hive. Yes, oui. Alors l'histoire de Hive. J'ai pas fini en fait, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure. Ouais. Non, mais tu m'as posé la question sur comment j'ai pivoté entre Oui, la transition, c'est vrai. Donc je négociais avec Selfridges en 2020. Et, pendant le Corona alors juste 3 mois avant. Ah ouais. Alors, 3 mois avant le Corona. Et lorsqu'on discute, je ne sais pas si en France, ça aurait pu faire comme ça, mais on me dit, bon voilà, ton concept, on adore, on te donne la chance, on te donne les clés d'un restaurant. C'est très anglo-saxon, ça. Très anglo-saxon. Moi, ça m'est arrivé, c'est très... En France, oui, je ne sais pas. Alors, j'étais très sûr de moi, avec la goutte derrière là, qui descendait, la petite goutte, et je me dis, waouh, coup de flip. Donc c'est... Comment on rebondit à ce moment-là? À ce moment précis, vas-y, je veux que tu te remettes dans le truc. Comment tu gères le truc? Alors, comment je gère? Alors, je ne suis pas stressé le premier jour, parce qu'on me fait cette proposition, ils me disent, voilà, ce que tu fais ou ce que tu veux faire, on adore. Et en fait, c'était vraiment aligné avec leur vision. C'était donc la vision du sustainable, la vision de parler du bien durable en français, etc. Et du coup, on me dit, bon voilà, t'as une équipe, t'as un chef. J'avais rien du tout. J'avais rien du tout. Rien. Et du coup, j'appelle tous les contacts que j'ai dans la restauration. Et je dis, bon là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de trouver un chef. J'ai besoin de faire un menu. J'ai besoin de tout ce qui peut subvenir aux besoins d'ouvrir un restaurant. Et là, c'est un peu le bordel dans ma tête. Et je me dis, bon, il faut que je me pose et il faut que je réfléchisse. Et j'ai tout en disant que tu ne dois pas rater cette occasion. Mais jamais de la vie. Je ne peux pas. Parce que une proposition comme ça, alors pour un peu expliquer, Selfridges, alors, il y a 2 grands centres commerciaux en fait, qui sont en compétition. Tu as Harrods, qui est connu mondialement, et tu as Selfridges, qui est aussi connu mondialement, mais qui n'a pas bénéficié du côté publicité par rapport à Diana, etc. Ce qui s'était passé, parce que... Oui, Harrods, c'était c'était l'Égyptien qui avait ça. C'était au père. Voilà. D'accord. Et donc, si tu veux, tu ne peux pas dire non. C'est un one-off. C'est-à-dire que on te donne l'opportunité, c'est maintenant, et avant que ça arrive. Et tu as des vrais concepts, parce que mon concept, il n'existait pas. C'était vraiment du freestyle pour moi. Et là, je me dis, bon, il faut que je fonce, quoi. Et donc, je commence à solidifier tout le concept, comment faire, pourquoi, le design, le menu, le chef, etc. Et ensuite, Covid arrive. Ah ouais. Et là, on tombe dans le Covid. Donc là, mars 2020. Boum, Covid. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je continue à bosser avec l'ambassade. Donc, tous les Français qui appelaient à l'ambassade, donc je travaille, je crois, 1 journée sur 3, où en fait, je répondais au téléphone de l'ambassade quand les Français appelaient sur des questions de comment je fais pour la frontière, est-ce que je peux partir, est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux rentrer, comment ça se passe, les vaccins, etc. Donc je continue à bosser tout en faisant mes rendez-vous avec Selfridges en visio. Et en fait, du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je fonce ou je fonce pas? Et là, tu dis, soit... En fait, il ne faut pas se plaindre. Si tu ne veux pas avancer, il ne faut pas se plaindre. Oui. Donc voilà, c'est ce que je me disais à moi. Mais si tu veux avancer, tu y vas. Mais si tu veux pas avancer, ne te plains pas. Tu vas trouver des problèmes, des choses qui vont te bloquer. Et là, à ce moment-là, comment tu rebondis? C'est-à-dire, tu as fait ton business plan, tu sais où tu vas. Je sais pas du tout. Tu sais pas du tout où tu vas. Mais pas du tout. Je sais même. Mais
je faisais des rendez-vous, des fois je ne comprenais pas. On parlait de ASAP, on parlait de régulation en fait en cuisine, etc. Oui. Mais je ne connaissais rien. Donc je posais des questions. Je posais des questions aux personnes avec qui je traitais. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé, par contre. D'accord. Il n'y a rien à dire. Un grand merci à vous, grand parce merci que à des ça a été une réussite derrière le projet. Donc voilà. Donc ouverture 2000. Alors c'est là où ça a été compliqué. Donc je démissionne du consulat. D'accord. Ah ouais, en plein Corona? En plein corona. À l'heure où certaines personnes seraient dit, ah non, je garde ma Et là, on sécurité. me dit, t'es fou. Ah ouais, là, c'est... Ouais. Non, on me dit, t'es un fada. On me dit, t'as perdu la tête. On est en plein Covid, tu démissionnes. Faut être fou pour faire ce que tu veux faire. Et tu veux ouvrir un restaurant, t'es encore plus fou. Ouais, c'est pas le moment. Et là, tu te dis, bon, non, faut que j'y aille. Faut que je Donc, fasse. tu fais partie de ces entrepreneurs naissants du Corona. Alors, complètement. Purée. Complètement. Et j'ai pris des petites baffes. Ouais. J'imagine bien. J'ai pris des belles petites baffes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème qu'on avait pendant le Covid, au tout début, c'est que tout le monde disait, bon voilà, ça va durer 2 mois. Ouais. Ça va durer 3 mois. Et donc moi, je démissionne, je dis c'est bon, je lance, décembre 2021, ça va, c'est bon, je suis lancé, je suis préparé, j'étais à fond. Et en fait, décembre arrive, j'ouvre, je crois, le 3 décembre, le 3 décembre 2020, et on ferme le 17 décembre. Ah ouais. Donc j'ai ouvert 2 semaines. Donc 2 semaines, boum, tout le monde ferme, re-Covid. Et là, je perds tout le monde, je perds tout mon staff. Et j'ai plus personne. Et je me retrouve avec une seule personne, une manager qui me suit, qui me dit, voilà, moi j'adore ton concept, je te suis. Je dis, ok, merci. Et en fait, du coup, c'est reparti pour 6 mois. Et la deuxième ouverture s'est faite en mai 2021. Donc là, après, donc le restaurant tourne, tu as passé cette mauvaise passe. Ouais. Et moi, quand je suis venu, j'ai vu des abeilles accrochées en or, la dorée, et un partenariat avec une marque. Alors, c'est là où c'est intéressant. En fait, je n'avais pas calculé l'impact en fait, du côté masterclass et du côté sustainable. Je n'avais pas mesuré parce que je n'étais pas du milieu et je ne pouvais pas lier tout ce qui était luxe et le côté sustainable, même si c'est vrai qu'on parle de fashion, etc. etc. Mais Guerlain, donc, du groupe LVMH, La marque de luxe, Guerlain. Voilà, a comme produit donc l'abeille royale, leur crème. Et donc, du coup, ils sont à Selfridges, etc. Donc, ils voient le concept. Ils me demandent une première masterclass. Donc, je fais une masterclass avec eux. Et c'est là où on me dit non, mais il faut qu'on pousse. Il faudrait que Guerlain Paris vienne. Donc, Guerlain Paris arrive à Londres. Et on discute, et on parle d'abeilles, on parle de miel. Et ils goûtent les miels. Et à un moment, on dit non, mais t'es génial, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc, du coup, ils nous disent pourquoi pas faire Guerlain en restaurant. Et d'où la collaboration naissante. Donc, dans Hive Restaurant, tu as fait une collaboration. Guerlain, le restaurant s'est appelé Guerlain, en fait. Ah, il s'appelait Guerlain, ah, restaurant. Non, ça s'appelait Guerlain. Donc, le restaurant s'appelait Guerlain at Hive. Alors, là-bas, c'était un contrat de 2 mois. Et en fait, ça a très bien marché. On a fait 8 événements fully book en 1 heure. Et ensuite, la deuxième partie, donc c'est 2 mois. Donc, on a eu la demande de 2 mois pour Noël. Et du coup, Selfridges a accepté. Puis, on a fait ça. Et puis là, tu as avancé. Là, tu attaques une aventure nouvelle. Au Maroc. Nouvelle Oui. Donc, ensuite, le temps passe. Et je réfléchis à comment avancer, comment faire plus de choses, comment ouvrir un deuxième restaurant ou pas, ou faire des collabs, ou faire des pop-up. Et c'est là où j'ai donc Fairmont qui me contacte, donc Fairmont Hotel, D'accord. qui est connu mondialement, qui fait partie du groupe Accor, et qui me disent pourquoi pas essayer à Rabat. Est-ce que ça t'intéresse ? On te suit depuis quelques mois. Ton pays d'origine, le Maroc. Voilà, donc on me dit, on te suit depuis quelques mois, on sait que tu es marocain, et est-ce que ça t'intéresse ? Viens, on fait une collab, / pop-up, / avoir. Ouais. Et donc, pourquoi pas ? Et on lance, et on se dit, décembre l'année dernière, on a lancé donc dans le dernier Fairmont du Maroc, qui est le Fairmont à Rabat, où tu as une verrière qui est magnifique,
Donc c'est vraiment c'est un hôtel. Donc tu poses tes pots de miel là-bas, tes bagages. Alors voilà. Des abeilles aussi. Les abeilles aussi, oui. Il y a des abeilles. Ouais. Donc j'ai appelé beaucoup d'apiculteurs avec qui j'ai échangé, dont une apicultrice. Donc c'est une femme avec qui je me suis très bien entendu. Et donc je lui explique le projet. Je lui dis voilà. Est-ce qu'on peut déposer des abeilles? Tu t'en occupes, etc., etc. Donc on a des abeilles dans le Fairmont à Rabat, et en même temps, donc on a nos miels, plus des miels du Maroc, dont le caroubier que j'adore. Et tu as aussi tu t'occupes aussi du côté restauration aussi? Alors le côté restauration qui est Hive, avec le menu qui est dupliqué, en fait, qui est comme celui de Londres, en fait. Voilà, exactement. Ah qui ouais, est le même top, menu que ok. Londres, et donc on a fait ça à Rabat. C'est magnifique quand même. C'est marrant. Là, on va arriver aux fins du podcast. Moi, dans ce podcast, j'ai une petite routine et puis j'inviterai les gens aussi à nous mettre leurs réponses dans les commentaires. Alors moi, j'aimerais savoir, dans toutes ces aventures, et encore, elles ne sont pas finies, il y en aura beaucoup d'autres. Elles ne sont pas finies. Pour l'instant, quel a été le meilleur plat que tu as mangé dans ta vie? Waouh! Cherche-nous ça, une aventure. Un meilleur plat, ce n'est pas que dans le goût forcément, c'est aussi peut-être un moment, une émotion, un endroit. Un endroit où j'ai vraiment bien mangé. Qu'est-ce qui t'a le plat qui t'a le plus marqué en positif? Et je suis très... Alors, attends, tu me poses une question très, très compliquée parce que... Ah ouais, le mec, il mange tous les jours des bonnes choses au top. Parce que j'ai fait beaucoup de restaurants, surtout à Londres. Qui te vient à l'idée? J'aime bien asiatique, tu vois. L'asiatique. Mais t'as pas un moment précis, un plat qui vraiment, ce jour-là, a marqué? T'as marqué, et là, même en repensant, ça te ramène une nostalgie. Tu dis, ouais, ce jour-là, c'était exceptionnel. Écoute, j'ai eu plusieurs moments comme ça. Allez, dis-nous-en un. Écoute, je t'en donne dans ton top 3. J'ai eu Pic, donc Madame Pic, d'accord. À Londres. Anne-Sophie Pic, d'accord. J'avais mangé un plat, c'était un poisson, je crois, avec du caviar. Ça t'a mis des émotions, quoi. Waouh. J'ai Claude Bozy aussi, qui est très, 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 très fort. D'accord. Très, très bon. C'est à Londres aussi? C'est à Londres, alors ça s'appelle Bibendum. Donc c'est l'ancien Michelin, usine Michelin, exactement. D'accord, ok, ouais, bien sûr. Et ça, c'est un truc, ça m'a vraiment marqué. C'était très, 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 très bon. Dédicace à mon chef, c'était mon surnom quand j'étais en apprentissage. Ah ouais, d'accord. C'est marrant. C'était le bonhomme. donc j'ai changé aujourd'hui, on comprend. Bien sûr, tu as changé. D'accord. Et là, ça, c'est des. Et donc, c'est des adresses qui sont. Et maintenant, si je te dis le pire plat, le truc qui t'a le plus écœuré, qui est un truc vraiment qui n'est pas passé, sans froisser aucune culture ou personne, peux-tu nous donner un indice? Mais tu veux dire quoi? Plus en étoilé ou plus Non, dans la vie de tous les jours, tu sais, ça se trouve, il y a un pote qui est venu chez toi et qui t'a dit, ouais, je vais te faire une gamelle. Je mange pas que dans les grands restaurants. Ouais, voilà, un truc vraiment, je peux très bien manger Buldi, même la plupart du temps, je vais manger bien sûr, un truc qui vraiment, qui vraiment t'a marqué. Ça nous est tous arrivé. Un plat qu'on n'a pas aimé, voire qui nous a rendu malade. Tu vois? Mais j'ai plusieurs plaques, j'ai plusieurs choses qui m'ont fait. Je suis tombé malade plusieurs fois, même. Je crois que dernièrement, je suis tombé malade. J'ai fait une intoxication. Alors, je me rappelle plus. Alors, c'était chez qui? Je sais plus. On va pas dire, mais je vais pas donner de nom. Mais, un truc un jour, un truc que tu as mangé, ou un truc que tu n'arriverais pas à manger. Ce qui est intéressant, c'est que plus j'avance, ce qui est bizarre, mais moins j'arrive à manger de la viande. D'accord. J'adore la viande. Je suis pareil, même moi, dans la viande rouge. J'adore la viande. J'adore la viande, j'adore le poulet. Mais la viande rouge, je la mange beaucoup moins qu'auparavant. Et c'est vrai que beaucoup de mélanges en viande, etc., me font... D'accord, ça va pas. Mais il n'y a pas une anecdote, un endroit où tu t'es mangé une gastro de malade parce que tu t'avais senti, mais tu as quand même mangé, tu vois? Non, même pas. J'ai rien en tête, mais ça arrive. Ouais, il est gentil. Il veut froisser personne. J'ai bien compris que tu voulais froisser personne et que voilà... t'as vu, il nous reste quelques minutes. Moi, la fin, j'aimerais bien que si tu devais te conseiller toi-même à l'époque, à cette époque du petit gars qui prenait son petit sac à dos, qui partait à l'aventure, qu'est-ce que tu aurais aimé comme conseil qui serviront peut-être à quelqu'un qui nous regarde dans cette vidéo? Pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Pas avoir peur et être un peu foufou. Voilà, c'est intéressant d'être. Dans quel sens? Attention, parce que ça peut t'interpréter de différentes façons. Non, pas être foufou, pas faire n'importe quoi, bien sûr. Oui. Mais j'ai tout plein d'exemples. Par exemple, un qui vient en tête, c'est quand j'ai fait le concept, il n'y avait pas d'abeilles inclus dans le concept.
Et au bout d'un moment, je dis non, mais moi, je viens que si je mets des abeilles. C'est du bluff. Je vais pas quoi, c'est pas du bluff, mais je me dis, jamais Je ça tente, passera, c'était quoi. là, je tente, voilà. Je tente. Si valide, je On ramène met- des abeilles. Et ils m'ont dit, mais attends, tu parles de quoi? Tu parles de vraies abeilles? Des Je dis, abeilles ouais, qui des vraies abeilles dans le centre commercial. Et on m'a dit, non, attends, mais ça, on sait pas. Je leur dis, non, ça va le faire. Faut le faire. Donc, faut être un peu foufou. Donc, à l'époque, tu te dis... En réalité, je m'aperçois qu'aussi, c'est aussi un aspect du côté artiste. Oui, aussi. Donc, c'est de se dire, comme conseil, il faut faire des choses un peu folles et qui peut aussi être intéressantes pour les autres. C'est ce que je me dis. Sortir du lot. Sortir du lot et faire des choses. Même si ça marche pas, il faut le faire, il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur du regard des gens. Même les mecs qui rigolent, souvent c'est des gens qui sont pas bien et qui n'arrivent pas à avancer. Donc, faut ne pas avoir peur de faire les choses. Ouais. D'avancer, de faire les choses. Ne pas avoir peur de faire les choses. Moi, aujourd'hui, le personnage Chef Hassan, vous connaissez. Mon combat, c'est quoi? C'est d'ouvrir l'esprit, de dire que c'est possible. Aujourd'hui, notre invité nous l'a prouvé. Et mon petit grain de sel, c'est juste une façon de dire que l'on va donner du goût à notre vie et que ça va être good et qu'on va aller vers de beaux horizons. Je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Ça sera un invité tout aussi atypique que celui d'aujourd'hui. Et voilà, mon petit grain de sel. Rajoutez un pouce, comme on dit, abonnez-vous et partagez un maximum. Le but, c'est vraiment de partager des parcours de vie atypiques de gens qui font les choses. Pas de coquilles vides chez nous. Donc voilà, à part les œufs quand on fait des omelettes. Allez, à la prochaine, mon petit grain de sel.